Au niveau des origines de la douleur, déjà, en fait, l'articulation, c'est vraiment un lieu qui est propice pour le développement des douleurs parce que la circulation y est vraiment ralentie. Alors, surtout si on y ajoute la sédentarité et l'encrassement humoral. On va y revenir aussi sur cette notion d'encrassement tout à l'heure. Donc, la douleur peut être d'origine mécanique, c'est a priori la plus courante. Celle-ci, elle est améliorée par le repos et elle reprend par contre à l'activité. Ou elle peut être aussi inflammatoire. Donc, cette douleur, elle est presque permanente. Elle survient même particulièrement à la deuxième partie de la nuit et elle va obliger à un dérouillage le matin. Bien sûr, les deux types de douleurs peuvent être combinés. Alors, pour le naturopathe, en fait, la cause des douleurs et de la destruction du cartilage est souvent liée à la présence de sels qui résulte du tamponnage des acides par les minéraux de la boîte articulaire. Donc, ce sont les fameux cristaux en naturopathie. Donc, on va retrouver souvent des urates, c'est-à-dire des sels d'acide urique, et des oxalates, les sels d'acide oxalique. Et la douleur ne va pas forcément dépendre de l'ampleur de la dégradation, parce que ça, c'est vraiment variable d'une personne à l'autre. Mais quand une personne souffre vraiment beaucoup, on pensera aussi aux infections froides et aux endotoxines. Parce qu'en fait, la libération d'endotoxines par les microbes va amplifier les douleurs à tel point que les antidouleurs habituelles, voire même la morphine, ne font plus effet. Donc, si jamais vous avez ce genre de cas, ça peut être vraiment intéressant d'y penser pour ne pas passer à côté de quelque chose. Au niveau des pathologies vasculaires, pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, l'épaississement de la paroi des vaisseaux sanguins va compliquer l'apport de nutriments aux différents tissus et ça va favoriser du coup la mort des cellules osseuses et les lésions du cartilage. L'encrassement, on va y revenir un peu plus en détail, mais il faut garder à l'esprit que le corps et que ces cellules, en fait, ont besoin d'apport et ont besoin aussi d'éliminer. En fait, ce sont les organes émonctoires qui sont en charge de l'élimination, donc le couple foie-intestin, le rein, la peau, les poumons et le couple utérus-vagin chez la femme. Et quand ces émonctoires sont dépassés, en fait, que ce soit par faiblesse ou par excès d'apport, eh bien, les toxines vont rester dans l'organisme. Et elles vont freiner tous les échanges biologiques dans le corps, elles vont générer beaucoup de fatigue généralement, et elles vont former en fait des microcristaux qui vont se stocker dans les articulations et rayer le cartilage. Et en se surchargeant, ça paraît peut-être moins évident, mais on se carence aussi. Parce qu'en fait, l'encrassement va engendrer des toxines, va bloquer les fonctions émonctorielles, voire même chélater certains minéraux et certaines vitamines. Donc les tissus sont moins bien irrigués, les échanges cellulaires se font moins bien et l'oxygénation aussi diminue. En ce qui concerne le stress oxydatif, en fait, ça va être les radicaux libres qui vont être en excès et qui vont perturber les échanges entre les cellules et les échanges entre la cellule et sa matrice. Donc, en fait, les radicaux libres, ils vont venir agresser la membrane des cellules, ce qui fait qu'elles se retrouvent privées de nutriments et elles ne parviennent plus à éliminer leurs déchets. Donc, elles finissent aussi par dégénérer et par mourir. Et quand les chondrocytes sont oxydés par les radicaux libres, ils fabriquent des cytokines pro-inflammatoires et on rentre encore dans ce cercle vicieux. Donc, l'oxydation de la synovie, elle va vraiment modifier le bon fonctionnement de l'articulation et s'ensuit une perte de mobilité, une inflammation, etc., etc. Donc, je vous ai mis les 4 points en vert, en fait, parce que c'est les points sur lesquels on va faire un petit zoom encore pour apporter un petit peu plus d'éléments. L'inflammation intestinale. Donc, l'intestin, c'est une frontière entre le soi et le non-soi. Jusque-là, tout va bien. Donc, ne rentre dans l'organisme que ce qui est utile et nécessaire à l'organisme. Mais lorsque ce filtre est altéré, des molécules qui n'ont absolument rien à faire dans l'organisme parviennent à rentrer et à générer une cascade inflammatoire qui va être plus ou moins importante en fonction du type de molécule, si on est plus sur des protéines, sur des toxines type pesticides, etc., sur des endotoxines ou autres. Mais ça va être aussi en fonction de la quantité de ces molécules et de la répétition. Donc, en cas de dysbiose, on va cultiver plus facilement des bactéries de Gram-. Ce sont des bactéries qui ont des LPS, donc les lipopolysaccharides, dans leur membrane. Et en fait, ces LPS vont être libérés à leur mort et vont venir se fixer sur des récepteurs de l'intestin,
qui va déclencher l'ouverture des jonctions serrées. Donc, on va se retrouver face à une double inflammation. On va avoir une inflammation au niveau de la muqueuse, puisque les macrophages et les phagocytes vont libérer des molécules inflammatoires pour répondre à la présence de ces bactéries, et au niveau de l'organisme, puisque les endotoxines vont aussi pénétrer dans le sang et déclencher une inflammation de bas grade qui va circuler dans tout l'organisme. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les inflammations chroniques, et évidemment, ce qui peut conduire à des dérèglements ostéo-articulaires. Alors, l'encrassement. Je vous ai fait le détail aussi, enfin le déroulé en tout cas de toutes les phases de l'encrassement. C'est ce qui permet de se rendre compte comment on passe du physiologique au structural, ou de l'atteinte physiologique à l'atteinte lésionnelle. Et donc, plus on avance dans ces étapes, évidemment, plus il est difficile de revenir en arrière. Quand on est arrivé au stade lésionnel, ce n'est plus vraiment du ressort de la naturopathie. Alors nous, on peut accompagner évidemment la personne, mais on n'accompagnera pas vraiment au niveau lésionnel. Là, on est vraiment dans l'allopathie, généralement, voire la chirurgie, selon l'atteinte. Donc, un petit rappel, le tissu conjonctif, il a énormément de fonctions. Une fonction de soutien, de nutrition, de stockage, de protection, de communication cellulaire, de détoxication cellulaire, de détoxication humorale, de réparation, d'immunité, de mouvement. J'en ai peut-être oublié, mais le tissu conjonctif, c'est vraiment un tissu qui est extrêmement important. Sauf que en cas d'encrassement, en fait, toutes ces fonctions vont être perturbées parce que le tissu conjonctif, c'est le premier tissu presque qui est soumis à cet encrassement. Donc, on va se retrouver avec un manque de communication entre les cellules, on va se retrouver avec des perturbations immunitaires, des inflammations, des allergies, et puis des problématiques ostéo-articulaires selon le terrain. Donc, avant même de penser à restructurer l'articulation, l'os ou quoi que ce soit dans le corps, on va penser à détoxifier. Et si l'inflammation est trop forte, on va désinflammer d'abord. Ensuite, on nettoie et puis on reconstruit. Sinon, on prend les choses à l'envers. L'excès d'acide est stocké dans le tissu conjonctif avant d'être remis en circulation pour qu'il soit éliminé par nos émonctoires. Donc ici, ce sera les reins et la peau, dans une moindre mesure le foie, mais il est quand même très très important de toute façon dans les processus de détoxication. Et pendant ce temps, eh bien, le tissu conjonctif, il va souffrir de cet encrassement qui va l'empêcher de bien se nourrir et de bien s'oxygéner. Et ça se traduit souvent chez les personnes par des points douloureux en fonction de certains mouvements. Alors, on va retrouver très souvent au niveau des cervicales, au niveau des lombaires, mais aussi au niveau des trapèzes, des omoplates, etc. Les solutions naturelles, alors, on va procéder donc déjà par étapes. Donc, comme je vous l'ai dit, d'abord, on gère l'inflammation si elle est trop importante. Ensuite, on détoxifie. Ensuite, on restructure. Et puis, en même temps, on va stabiliser, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte le terrain de la personne, ses pathologies si elle en a, parce que parfois, on est obligé aussi de continuer quand même sur un certain temps, voire à vie. Avant de faire quoi que ce soit, arrêtez de fragiliser vos os et vos articulations. En fait, en naturopathie, on n'envisage pas de réparer quelque chose qu'on n'arrête pas d'abîmer. Si on a une blessure ici, on pourra mettre tout ce qu'on veut dessus, aussi naturel que ce soit, mais si on continue de gratter, ça ne va pas faire grand-chose. Donc là, en fait, vraiment, arrêtez de gratter vos os et vos articulations. En fait, si on arrête d'agresser ou de provoquer un déséquilibre, finalement, ça va être le meilleur moyen pour que l'intelligence du corps, c'est-à-dire ses forces d'auto-guérison, d'auto-réparation, puisse s'exprimer. Parce que le corps, il sait déjà faire beaucoup de choses lui-même. Donc, nous, on ne vient que le soutenir. Pour ça, eh bien, on va prendre en compte les facteurs aggravants et déclenchants que vous retrouverez dans les diapos au-dessus. Donc, on a le stress, la sédentarité, l'alimentation, les maladies qui vont faire partie du tableau clinique, qui vont être données en entretien, les déséquilibres hormonaux, etc. Donc là, on attache vraiment de l'importance à la personne. On va évidemment y rajouter quelques petites règles diététiques. On pourra s'orienter vers un mode alimentaire sénégalais, hypotoxique ou méditerranéen, qui est aussi très intéressant. On va quand même favoriser la diminution, voire l'éviction dans certains cas, des produits laitiers au moins de vache.
Ça peut paraître antinomique quand on parle d'ostéoporose parce qu'on entend tellement que les produits laitiers sont nos amis pour la vie et qu'ils favorisent la bonne densité osseuse, etc. Ça peut paraître un petit peu particulier ce que je vous dis, mais en fait, ça se tient par plusieurs mécanismes. Et on va aussi éviter de consommer les céréales modernes, notamment les blés, les grands épeautres, le maïs, même parfois. En tout cas, c'est ce que Signalet recommande. On va essayer d'éviter d'utiliser des modes de cuisson à très haute température, c'est-à-dire supérieure à 110 degrés, et on va privilégier les cuissons à la vapeur douce et le cru selon les personnes. Évidemment, c'est toujours à adapter. On favorise la nourriture bio et locale, puisque c'est une alimentation qui va être plus riche en sels minéraux, notamment en magnésium et en silicium organique. On va y revenir aussi tout à l'heure. Vous aurez toute une partie sur la micronutrition. Et la fraîcheur des aliments, elle est vraiment déterminante en fait pour avoir tous ces, alors les minéraux dans une moindre mesure, mais tous ces vitamines et les enzymes qui vont être aussi indispensables à la bonne biodisponibilité de tous ces micronutriments. On va aussi éviter le sel, puisqu'une consommation trop élevée en sodium va provoquer des fuites de calcium et des fuites de minéraux. Attention donc au sel qui est caché dans les produits industriels. On va préférer les épices, les fines herbes, d'autres aromates qui en plus vont apporter des minéraux, etc., qui sont quand même assez intéressants du point de vue nutritif. Donc éviter les sodas parce qu'ils contiennent trop de phosphate et ça favorise la déminéralisation. Chasser l'aluminium. Alors qu'est-ce que ça vient faire là? En fait, ça c'est une hypothèse qui a été défendue par le docteur Baccicchetti, j'espère que je n'écorche pas son nom, et qui a été validée par des études. En fait, dans le corps humain, l'aluminium va se substituer au fer, au cuivre et au zinc, et peut-être à d'autres oligo-éléments, mais pardonnez-moi, j'ai oublié le reste. Ce qui va empêcher en fait les enzymes de fonctionner et perturber les réactions chimiques. Donc, par exemple, il va se substituer au fer de l'enzyme la proline oxydase, qui est importante dans la fabrication du collagène, mais ce qui va l'empêcher de fonctionner. Et l'aluminium va aussi provoquer des modifications de l'immunité avec une inflammation chronique, avec la libération de cytokines qui va activer les ostéoclastes, donc nos destructeurs. Et en fait, l'aluminium, il est utilisé dans beaucoup de domaines. Il est utilisé dans les médicaments, dans les vaccins, dans les ustensiles de cuisine, dans les cosmétiques, dans l'agroalimentaire. Donc, on va essayer de se séparer de ce dont on peut se séparer, c'est-à-dire les ustensiles, les barquettes en aluminium, éviter de faire des cuissons en papillotes, etc. Enfin, dans des feuilles d'aluminium, ne pas éviter les papillotes, mais éviter de les faire dans les feuilles d'aluminium. Pour prendre soin de ses intestins aussi, parce que ça c'est bien pour gérer l'inflammation, on va pouvoir donc agir à deux niveaux. Donc, soit on va prendre en charge l'inflammation elle-même directement, soit on va prendre en charge ce qui génère cette inflammation. Et souvent, l'inflammation, elle prend quand même sa source dans l'intestin. Donc, on va s'occuper de l'intestin. L'intestin et le foie sont vraiment des organes centraux dans l'équilibre métabolique, dans l'équilibre acido-basique. Le foie, c'est l'organe de détoxification le plus important, et pas que dans la détoxification d'ailleurs. Et le gros intestin, normalement, je vous ai mis aussi l'échelle avec les pH et tout ça, le gros intestin, normalement, il a un pH légèrement acide grâce à l'activité de bactéries, donc les bifidobactéries et les lactobacilles. Et plus on avance dans le côlon, plus il s'alcalinise, mais on observe quand même de plus en plus souvent qu'il est trop alcalin. Et on peut aider à rétablir l'équilibre acido-basique dans l'intestin par la prise d'acides lactiques qui sont contenus dans les aliments lactofermentés, comme la choucroute crue, par exemple. J'aime bien en fait citer la choucroute crue parce que le chou, c'est aussi un grand pourvoyeur de minéraux, donc pourquoi pas, mais dans les aliments lactofermentés en général. Et en fait, l'acide lactique a un effet régulateur dans le métabolisme acido-basique. Donc, on peut aussi, évidemment, c'est des cures de probiotiques qui favorisent la fermentation lactique au détriment de la flore de putréfaction, qui est alcalinisante, mais on peut aussi faire beaucoup de choses dans l'alimentation. Pour favoriser une bonne flore, on va toujours penser aux fibres solubles, donc l'artichaut, l'aubergine, l'avocat, les champignons, les courges, les légumes racines, les bananes, etc., le psyllium, les graines de chia, etc., etc. Et ça va vraiment pouvoir faciliter cette implantation et ce renouvellement d'une flore qui est, ça profite, bonne pour nous. Ça nous profite.
Pardon pour le jeu de mots. Bon, donc la dysbiose va entraîner un déséquilibre au niveau des réponses immunitaires et favoriser la voie de l'inflammation, c'est-à-dire la voie TH17, plutôt que celle de régulation, celle des T-régulateurs, ce qui va donc entraîner une inflammation des tissus conjonctifs, une dégénérestion du cartilage et une majoration de la résorption osseuse. Pour limiter l'inflammation de l'organisme, j'y reviens encore et toujours, mais pratiquer une activité physique modérée, adaptée à vous, à votre pathologie, à votre terrain, à vos goûts aussi, c'est important. Bien mastiquer, manger sans excès, faire attention à la balance oméga 6, oméga 3, on va y revenir, privilégier les cuissons douces, et puis à rire. En fait, rire, alors déjà c'est super, c'est bon pour le moral, ça enlève les stress, et c'est le meilleur anti-inflammatoire qu'on connaisse. Donc, on ne peut pas se priver. Regarder des comédies, lire des trucs drôles et tout ça. Voilà. Bref, donc, en cas d'hyperperméabilité intestinale, il y a aussi des choses à faire. En fait, il y a des choses qui se recoupent. Parce que l'intestin, il peut devenir hyperperméable à cause de plusieurs facteurs. On va retrouver donc la dysbiose, le stress, le sport intensif avec le phénomène d'ischémie-reperfusion, certains traitements aussi qui vont le mettre à mal, donc les antibiotiques, les chimiothérapies, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre, hein, mais il faut faire attention, en tout cas, quand on a des personnes qu'on reçoit et qui sont sous traitement. La consommation de toxiques aussi, donc l'alcool, le tabac, les pesticides, les additifs qu'on retrouve dans l'alimentation. Et puis aussi, il faudra penser aux faiblesses digestives des organes en amont. Donc, si on mange à la va-vite, qu'on ne prend pas le temps de mastiquer, qu'en plus, on a un estomac un petit peu paresseux, qui est en hypochloridrie, si on a un déficit enzymatique, une faiblesse hépatique, etc., on risque de perturber l'intestin. Donc, c'est primordial d'agir là-dessus avant de réparer l'intestin. Donc, on arrête de gratter avant de réparer. C'est toujours le même principe. Une belle liste de plantes parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à faire et vous pouvez vraiment choisir les plantes aussi en fonction de la personne, en fonction de son terrain, en fonction de la forme qu'elle préfère, si elle préfère en tisane, en goutte, en gélule, etc. Rapidement, le cassis, j'aime beaucoup parce qu'il agit sur l'inflammation, sur l'équilibre acido-basique. L'arpagophytum, il a été vraiment très étudié pour ses effets sur l'inflammation et sur la douleur. Bon, le curcuma, on ne le présente plus, mais c'est vrai que c'est un super anti-inflammatoire et qui est quand même allié du foie. Alors, personnellement, j'aime moins quand il est associé à la pipérine parce que la pipérine, en fait, c'est sûr, elle favorise l'assimilation du curcuma et c'est parce qu'elle va venir forcer un petit peu les jonctions serrées. Donc, si on est déjà sur une personne qui a une hyperperméabilité intestinale, je trouve que on va un petit peu à contresens de ce qu'on voudrait faire. Mais après, voilà, comme je dis, hein, c'est pas un dogme. L'ortie aussi, j'aime beaucoup parce qu'elle va drainer et reminéraliser en même temps, bref, etc. En fait, elles sont toutes. L'équilibre acido-basique, c'est vraiment une priorité, puisqu'en fait, le maintien de la vie ne peut passer que par une variation vraiment très minime de l'alcalinité du sang entre 7,36 et 7,42. Il y a plusieurs systèmes tampons de l'organisme qui interviennent pour que ce chiffre ne descende jamais en dessous de 7,36. Donc, par exemple, il va sécréter des cytokines qui vont activer les ostéoclastes. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, chaque tissu du corps a un pH propre qui lui garantit un fonctionnement optimal. Et le pH du sang va être tout le temps équilibré par plusieurs systèmes tampons qui vont veiller à ce que justement ce pH ne s'éloigne jamais de entre 7,36 et 7,42. Donc, au niveau de la régulation intestinale, on va avoir une production de bicarbonate tampon. C'est un système qui va être altéré par le grignotage, par les fermentations, par le manque de mastication, on y revient encore, par l'hypochloridrie, par la suralimentation et sans doute par d'autres choses, et que voilà, ce qui m'échappe maintenant. La régulation rénale, en fait, les bicarbonates sont réabsorbés par le rein, et ça, c'est un système qui va être altéré par l'intoxication, notamment par le tabac, l'alcool, les médicaments, la surconsommation de protéines. Et puis, on va avoir la régulation pulmonaire avec l'élimination de la surcharge en CO2 grâce à une bonne ventilation. On va encore une fois gérer le stress. On va améliorer la qualité du sommeil aussi parce que c'est pendant la nuit que le corps se désacidifie et c'est ce qui explique que les urines sont normalement plus foncées le matin. Si elles sont foncées toute la journée, là, c'est qu'il faut hydrater.
On va favoriser une alimentation hypotoxique avec un bon équilibre acido-basique, voire même, on peut faire des cures plutôt basifiantes pour aider le corps à tamponner les acides, mais par cure, ce n'est pas un mode alimentaire, sinon on recrée du déséquilibre, et puis drainer les acides. Donc, à suivre, vous avez un tableau avec l'indice PRAL des aliments. Peut-être que vous ne voyez pas très bien là. J'espère que sur le PDF, ce sera clair. Comme ça, ça permet aussi de savoir en fait le taux de charge rénale des aliments. Donc oui, j'ai parlé des protéines pour un système osseux en santé, mais toutes ne se valent pas, en tout cas au niveau d'équilibre acido-basique. Parmi les plus acidifiantes, on va retrouver les fromages et les viandes, et dans une moindre mesure, on va retrouver les céréales et les légumineuses. La viande la moins acidifiante, c'est le canard, c'est aussi celle qui est le plus concentrée en fer, c'est une viande qui peut être intéressante. Le tofu est très peu acidifiant aussi. Et parmi les aliments alcalinisants, sans surprise, on va principalement retrouver les fruits et les légumes. En tête, le raisin sec et les figues sèches, qui sont les plus alcalinisants. Les bananes mûres aussi, elles ont un bon indice PRAL et c'est un excellent fruit anti-ostéoporose. Attention aux cures de jus de citron sur quelqu'un qui a un terrain très acide, qui est très acidifié, et à la consommation de fruits acides aussi. Pour le drainage des acides, on dit que des images valent mieux que des mots. On va retrouver la respiration. Je vous ai mis une image du bol d'air Jacquier qui est vraiment un instrument intéressant aussi. Des aliments, les légumes verts qui sont plutôt basifiants. Une activité physique à adapter. On n'est pas obligé de courir comme le monsieur de la photo. Du sauna, hammam, selon aussi ce qu'on veut évacuer, selon les préférences aussi des personnes. Une hydratation, évidemment. Et puis, on va pouvoir venir drainer les reins avec des plantes adaptées. Et ensuite, donc, on va pouvoir restructurer. Et là, ça va aller très vite parce qu'en fait, on va retrouver les micronutriments qui vont permettre de structurer. Donc, le collagène, qui est indispensable à la structure du tissu conjonctif. Et vous voyez ici tous les cofacteurs qui sont nécessaires à sa métabolisation. La vitamine C qui est aussi indispensable à la fabrication du collagène, parce qu'elle intervient, si vous vous souvenez bien, il y a 1h30, elle intervient dans l'hydroxylation de la proline et de la lysine. Donc voilà, c'est ce qu'on a vu très rapidement, mais ça permet de faire le lien. C'est aussi un excellent antioxydant qui est indispensable à la santé osseuse et au maintien d'un climat oestrogénique équilibré. Donc, en plus, elle est de plus en plus rare dans l'alimentation, d'où l'intérêt de bien choisir ses aliments. Alors, on préfère toujours le local et le vrai bio. Le faux bio des grandes surfaces, ça ne marche pas forcément. Et puis, de faire attention au mode de cuisson parce que c'est une vitamine qui est très fragile, donc on la préférera même dans les aliments crus. On va avoir le sulfate de glucosamine et la chondroïtine qui fonctionnent très bien en synergie. En fait, ce sont vraiment les éléments nutritifs du cartilage et ils sont indispensables si on est dans une démarche de restructuration du cartilage. Donc, on va en retrouver naturellement dans les cartilages de poisson. Donc, vous pouvez manger, par exemple, les sardines entières puisque les arêtes, à ce moment-là, sont ramollies, ça passe très bien. Les crevettes à la brésilienne, en fait, j'ai mis ça, mais souvent, ils font des crevettes, mais avec bref, je perds mon mot encore, et du coup, en fait, c'est cuit d'une manière à ce qu'on peut la manger. Donc, ça nous paraît peut-être un peu étrange, mais ça se mange et ça permet de restructurer le cartilage. Puis après, évidemment, il y a tout ce qui est supplément aussi, si besoin. La silice, elle sert de soutien aux cristaux d'hydroxyapatite. Donc, elle est utile pour fixer le calcium et les minéraux et pour fabriquer le collagène. On l'utilise vraiment beaucoup dans les réparations osseuses, dans les fractures. D'ailleurs, en fait, on va l'utiliser que quand il y a déjà une perte osseuse déjà enclenchée. En prévention, vraiment purement prévention, ça ne sert pas à grand-chose. Un autre fait intéressant, c'est qu'elle est aussi un antidote de l'aluminium, puisqu'elle va diminuer son absorption et elle va augmenter son élimination. Et elle libère aussi les enzymes qui sont chélatées par l'aluminium. Donc, on va retrouver ça naturellement dans la prêle et dans l'ortie. On va avoir le soufre aussi qui est intéressant. Donc, on peut le trouver sous forme de MSM, on peut le trouver dans les jeunes pousses de brocoli, qui sont hyper intéressantes parce qu'elles apportent beaucoup de vitalité avec de la mastication, parce que c'est là que ça va libérer des enzymes, en fait, et du coup, des composés soufrés. Et puis, la vitamine K pour calcifier au bon endroit. Il faut savoir que la consommation de bons gras
augmente l'absorption de la vitamine K, puisque c'est une vitamine liposoluble. Mais par contre, son effet va être annulé par les acides gras trans qui vont diminuer son absorption, mais qui vont aussi diminuer son effet métabolique. Merci beaucoup Maëva, c'était vraiment très très intéressant. Merci beaucoup, merci de m'avoir écouté et puis à bientôt. À très bientôt. Merci à tous.